mais oui. Pour parler, c'est juste là. Je pense que ça marche. On s'est Apparemment, allumé. oui. Pour le micro. Ok. Là, c'est allumé. Oui. Et là, vous pouvez être.
Voilà. Ah, ça, c'est pas nouveau, ça. Hein. Voilà, ça fonctionne, d'accord. Ouais. Je sais pas quand on commence. Faut s'asseoir, on va s'asseoir chacun notre tour, c'est ça? Debout. Bon. On commence. Bon, alors je vais commencer. Monsieur le vice-président du conseil régional, monsieur l'adjoint au maire, monsieur le président du festival, monsieur le président de la maison de la mer, mesdames, messieurs. Non, on n'entend pas? Non. Bon, alors je vais m'asseoir. Je pense qu'il faudra s'asseoir. Alors, bienvenue à l'université Bretagne Sud. C'est sans doute le dernier discours de mon mandat, donc je vais en profiter. Alors, bon, je répète. Donc bienvenue à l'université Bretagne Sud. Je disais que c'était sans doute le dernier discours de mon mandat qui prend fin la semaine prochaine. Je suis très heureux de vous accueillir dans l'amphithéâtre Cheval Marin, à la faculté des lettres. Je vous prie d'excuser le président de l'université, Jean Peters, qui est retenu par une réunion de la conférence des présidents d'université à Paris, mais qui aurait souhaité être présent. Alors, l'université Bretagne Sud, elle a été prise dans les filets du Festival Pêcheurs du Monde l'an passé, mais comme j'ai déjà dit, elle était une proie consentante. Je crois qu'on s'est finalement rencontrés au bon moment. Alors pourquoi l'université est-elle partenaire du festival et pourquoi accueille-t-elle aujourd'hui cette rencontre Le Poisson fait son cinéma? D'abord parce que comme l'université, le festival il est ouvert sur le monde et la participation de Madame Taroub Bari de la FAO en témoigne aujourd'hui. Ensuite parce que parler de la pêche à l'Orient, ça a du sens. Même si je me rends compte chaque année en échangeant avec mes étudiants que l'activité halieutique n'est pas forcément si connue que ça, notamment auprès de la jeunesse. Et puis enfin parce que l'université doit être un espace d'échange et de diffusion de la culture, et je pense qu'une rencontre telle que celle d'aujourd'hui participe à cet objectif. Et puis, j'ajouterais une quatrième raison aussi, pour avoir échangé avec Alain et avec Jacques du festival, ce sont les valeurs humanistes de ce festival qui rejoignent celles qu'on défend à l'université Bretagne Sud. Et moi, je suis très heureux aussi qu'on mette à l'honneur les femmes et les hommes les femmes et les hommes qui pratiquent la pêche. Alors après l'an dernier, cette rencontre avait porté sur les relations entre pêcheurs et consommateurs. Cette année, c'est une autre thématique, mais je laisserai Alain en parler, qui a été retenue, le poisson, aliment essentiel et de qualité. Faut-il rappeler que la pêche a une fonction essentielle qui est celle de nourrir l'humanité. Elle fournit, je crois, mais vous le confirmerez, 6 à 7% des protéines mondiales, donc aliments essentiels. Mais aujourd'hui, certains discours alarmistes mettent en doute la qualité de cet élément, donc d'où le point d'interrogation après l'intitulé sur l'intitulé de cette rencontre. Alors je vais faire très court, je vais remercier tous les partenaires qui ont permis l'organisation de cette table ronde. Je remercie sincèrement Dominique Petit pour l'organisation impeccable de cette table ronde et pour l'after, puisqu'il y a un after avec une dégustation de produits de la mer. Je remercie également les services de l'université. C'est pas forcément toujours simple d'organiser et d'accueillir des événements tels que celui-ci dans nos murs. Et puis je remercie les intervenants qui pour certains viennent de loin, et ainsi qu'Isabelle Letellier qui a accepté d'animer cette table ronde. Je profite également de ce temps pour vous souhaiter à tous un très bon festival, alors à la fois aux présidents, aux organisateurs et puis à tous ceux qui iront assister aux projections. Et dans les médias, je souhaite que cet échange soit le plus fructueux pour tous. Voilà. Très bonne soirée. Bon, vu le nombre de prises de parole, je vais essayer d'être le plus bref possible, mais j'ai envie de vous dire 2-3 choses. Jean-Paul Solaro, je suis adjoint au maire de Lorient, élu en charge de la coopération internationale et aussi administrateur de la SEM du port de pêche. On est fan du festival depuis le début, Alain pourra en témoigner, et on est aussi très heureux du travail qui a été fait depuis plusieurs années
pour diversifier tout ce qui peut faire événement autour du festival. Vous m'entendez là, ça va? Parce que je m'accroche au micro. Et donc évidemment l'extension géographique du festival et l'extension des partenariats. Et on est très attaché, vous le savez, à ce que l'UBS s'ancre dans le territoire, ce qui fait une de ses forces. Et donc là, en faisant cela, comme le rappelait Damien Surget, c'est pas toujours simple, mais il y a un effort terrible de fait pour que ce soit le cas. Et cette soirée en est encore une preuve. C'est bien aussi que l'espace des sciences Maison de la Mer soit aussi de la partie. Parce que là aussi c'est une association qu'on soutient, hein, parce qu'on est très attaché aussi au développement de la culture scientifique. Enfin, il y a que des raisons d'être satisfait de cette soirée. Et puis bien entendu d'être passé, je l'ai dit la dernière fois, l'année dernière, pardon, à l'inauguration du festival. Ce festival, c'est pas un festival sur la pêche, mais sur les pêcheurs. Et là, c'est une soirée sur le poisson. Donc on voit aussi quelque chose qui est important. Et j'ai souvenir d'un coin de table où on discutait et qu'on cherchait le lien pour parler du poisson et de l'alimentation. Et ben, on discute avec les organisateurs sur des coins de table et 1 an ou 2 ans après, ça se fait. Donc c'est quand même une efficacité de cette équipe qui est assez extraordinaire. Il y a tellement de fois quand on est élu, on demande des choses et puis c'est pas sûr que ça vienne. Je regarde la région, mais il dit rien. Il peut pas dire grand chose là maintenant. Pierre. Enfin voilà. Donc c'est vraiment très agréable ça aussi. Et puis c'est vrai que c'est un élément essentiel, un enjeu de consommation et puis évidemment une qualité d'intervenant que vous avez ce soir qui est exceptionnelle. J'aurais juste cité 3 choses. La première, c'est un propos d'un professionnel de la pêche du port qui me disait plus on transforme le poisson, plus on dégrade sa qualité. Et je trouve que c'est intéressant quand on dit que le poisson est un aliment sauvage. C'est ce que vous dites dans la présentation. Et que je sais aussi que les grands chefs cuisiniers disent que une des choses les plus difficiles, c'est de bien cuire un poisson. Donc ça aussi, c'est un point important. Ça montre bien la spécificité en dehors des questions évidemment nutritionnelles et de santé qui sont liées à la qualité des eaux et des produits. Mais c'est vraiment quelque chose qui me paraît important. Donc félicitations pour cette mise en œuvre. Et puis je vais devoir vous laisser, bien que ça m'aurait intéressé, bien entendu, parce qu'il y a une commission en même temps de développement économique et bonne dégustation. Et vous m'en direz ce que vous en pensez demain soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, merci d'être présent. Je suis le président de la Maison de la Mer de Lorient, qui naturellement, depuis des années, s'occupe de diffusion de la culture scientifique, en particulier maritime. Donc, bien évidemment, nous sommes partenaires du festival. Et dans le cadre de ce festival, le thème du poisson, nous l'avons déjà développé, nous, dans des expositions, Cher Poisson, depuis des années en direction des scolaires et en même temps des étudiants. Donc très heureux d'être parmi vous et puis je vais laisser la parole aux intervenants qui seront certainement bien plus intéressants. Bonne soirée. Ocean fish are almost an ideal nutrient package for pregnancy and breastfeeding. Women who ate more fish during pregnancy had babies that had better scores on tests of development at 6 months and at 3 years. Since seafood is so important for later health, I think it's very important for children and young adults to eat seafood to establish that healthy dietary pattern at a young age. We should not consider fish as a mercury delivery system. That's not what it is. It's a package of nutrients.
We need to look at those nutrients and see it in its entirety. Funding provided by the National Oceanic and Atmospheric Administration, the National Marine Fisheries Service, Pacific Islands Regional Office, and the members of Prairie Public. Is it safe for pregnant and nursing women to eat fish? Well, how much fish is safe to eat? Is any fish safe to eat? Fish. What to eat and how much has left everyone with more questions than answers. Is the answer different for children than for adults? How about women who are pregnant or nursing? What is the story when it comes to eating fish? We all know that pregnant women receive lots of warnings about what to do to protect their developing babies. Exercise, take vitamins, avoid alcohol and smoking. And mothers want to eat foods that are good for baby. You only get one chance to develop a brain, and if the brain has not been developed in an optimal way, then that's what you're stuck with the rest of your life. Medical researchers have learned that omega-3 fatty acids, particularly DHA, are critical for brain development. The brain is made of fats and lipids, and some of these fats and lipids can only be obtained from the diet, especially DHA, one of the omega-3 fatty acids. So if you don't eat enough omega-3 fatty acids, it has a profound impact because you literally can't make a new brain without adequate amounts of DHA. Sort of like building a house. You can't do it without concrete and 2x4s. And if it's not there, if it's not present in the diet, the neurons don't form correctly, and they don't function correctly. Omega-3 fatty acids are found in minor sources in plants, and so flaxseed and walnuts and soybeans are some sources. But the long-chain omega-3s are really only found in shellfish and fish. And omega-3 fatty acids can't be made by humans to any appreciable extent. And so really to get the long-chain omega-3 fatty acids in the body, you have to eat seafood. Not having enough seafood in the diet could have major impacts on the developing brain, both in the womb and during infancy. DHA is particularly important for the structure and function of the brain and the eye, the neurologic tissues. And it appears that the great majority of the DHA that's in the brain and the eye is taken up in the third trimester of pregnancy and the first year or two of life. Some experts recommend that women during pregnancy try to get in about 200 milligrams of DHA a day. On average, in the U.S., pregnant women are getting around 80 milligrams of DHA a day. That would be in contrast to women in Norway, for example, that consume about 300 milligrams. In Japan, even higher. And we have one of the lowest DHA levels in human milk in the world. The Sudan in Africa is below us. Vegan vegetarians are lower, but we're in comparison to some very severely deprived groups. Okay, you're missing something here. Check that out. Such low levels are of concern because the DHA found in shellfish and fish helps young brains develop as measured by everything from their attention span to IQ scores. The story that is well developed for the last 30 years on omega-3 fatty acids and DHA in particular is related to neural development, to visual development. But even recently, we're finding that DHA is affecting the developing autonomic nervous system and the developing immune system. Jack, put it on. So far, the story is if you eat more DHA, there's benefits for all the systems. But this story isn't reaching the public. Instead of DHA and other critical nutrients that fish provide, people are hearing about mercury. We just finished some focus groups among women about their fish consumption, and most of the women who were all pregnant had received some information about the Federal Mercury Advisory, that mercury is bad for the brain and they should avoid fish containing mercury, and they got a list. None of them got any advice about the fact that fish contains beneficial nutrients. Some of them knew that, but none of them received advice, and none of them were told to eat fish during pregnancy. Pregnant women aren't the only group who are missing the message that eating ocean fish is good for health. Many people don't recognize that the current health advisory from the federal government over fish consumption is directed towards pregnant women. So we'll have
an 80-year-old man raise his hand and says, well, do I really have to limit my sashimi consumption because of mercury? That's crazy. I've been eating fish for all my life. I said, sir, the likelihood of you getting pregnant at this point is about like this. Many analyses have shown that if the general population, lowered their fish intake by even a small amount because of concern, we'd have many thousands of more heart disease deaths. And so, we don't want that focused advisory, which is really for a focused population, to scare everyone else away from eating fish. Concern about mercury in our diet stems from mercury poisonings that devastated local populations. Fish from the waters of Minamata Bay had fed local residents for centuries. But in the 1950s, industrial contamination of the fish led to tragedy. The Minamata experience was a poisoning. This was a result of a chemical manufacturing plant pouring effluent into the Minamata Bay. The fish were poisoned, and the people who ate the fish were also poisoned. Levels of mercury in the fish and in the hair of the humans that were poisoned were extremely high, have never been seen again, ever, anywhere. One of the issues was the fact that mothers who consumed the contaminated fish could have minimal or no symptoms, and the infants could be damaged rather severely with cerebral palsy. These tragic poisonings showed that brain damage in children could occur with high mercury exposure, hundreds of times higher than in a normal diet. Fish naturally contain some mercury, which they get from the aquatic environment. This is because the mercury has been converted to a form that is easily digested and absorbed by living tissue, from tiny plankton to great white sharks. As larger fish eat smaller fish, the mercury accumulates in their muscle tissues. When we eat fish, we take in the mercury from the fish, and pregnant women pass it along to their babies. Concerned that pregnant women eat enough fish to provide DHA, but still protect developing brains, the U.S. Food and Drug Administration and the U.S. Environmental Protection Agency issued a joint fish consumption advisory in 2004 for commercial fish. Our advisory is specifically addressed to women who are pregnant and to children. The focus of our advisory was on the consumption of fish, but primarily on 4 species of fish we were concerned about, and that is shark, swordfish, tilefish, and king mackerel. And on the basis of our assessment, we concluded that pregnant women should not eat these species. As a matter of prudence, we also recommended that children not eat these species. And then we gave some further advice about the fact that fish is an important part of the diet, that there are benefits associated with eating fish, and that for women who are pregnant, we recommended the inclusion of about 12 ounces of fish on a weekly basis. It does not address the issue of exposure to the rest of the population, and the reason is because of what we know from the scientific literature in terms of human health effects. Studies have been documenting diet and child development in fish-eating populations for many years. These studies have an interesting and sometimes puzzling story. If you look around the world, the people who consume the largest amounts of fish are in Japan, and Seychelles is very high too. In fact, there are more than 1 billion people who depend on fish for nutrition every day. In the 1980s, teams of researchers set out to find what level of mercury exposure from normal seafood could cause harm to children. One team traveled to the Indian Ocean, to the fish-eating population of the Seychelles Islands. People in the Seychelles eat a lot of fish. At the time we started the main study in 1989, the average consumption was 11 fish meals per week. That's roughly 10 times higher than the U.S. During this same period, another team of researchers headed to the Faroe Islands. It's a unique community where they eat from the very, very top of the marine food chain.
Some people just eat cod and salmon and have relatively low mercury exposures, and some people would eat a lot of pilot whale along with fish and have much higher mercury exposures. When we looked at the results at age 7, we saw very clear deficits that were associated with their prenatal mercury exposure, that is, from the mother's diet during pregnancy. What determines the child's deficits is the mother's mercury exposure during pregnancy. Our research in the Faroes has had a very clear impact, because the authorities have recommended that the population abstain from eating pilot whale. And we have seen mercury concentrations plummeting, especially in pregnant women. They essentially don't eat pilot whale anymore. In the Seychelles Islands, the story wasn't so clear. When we first started the study, we did not know what to expect. Most of us thought that we were going to immediately discover an adverse association between prenatal mercury levels in the maternal hair and the very first measures of child development. At 6 months, we didn't find any association at all. So we kept looking, thinking that it might emerge over time. At 66 months of age, we started seeing evidence of beneficial, in quotes, associations between maternal hair mercury and developmental outcomes, and we have continued to find them. This is probably linked to nutrients in the fish that are ingested at the same time as the mercury is. As we looked at our data, it became increasingly apparent to us that although we were not finding anything directly adverse with the mercury exposure, fish consumption itself proposed a lot of benefits. Essentially what we found was that there were beneficial effects on the children's developmental testing from the long-chain fatty acids, specifically omega-3s, and that there were slightly adverse effects from the methylmercury, but they more than balanced each other out. So, developmentally speaking, eating ocean fish is good for babies. In fact, medical research indicates that ocean fish is good for everyone. Coronary heart disease is the leading killer of men and women in this country and in almost every country in the world. And nutrition has such an important effect on cardiovascular disease. And among nutritional factors, omega-3 fatty acids, EPA and DHA, have among the most powerful beneficial effects for prevention of cardiovascular disease. In populations where more fish is eaten, and that includes Northern Europe, that includes the Mediterranean area, Japan and the shoreline of Asia, there are different positive trends. Higher omega-3s, the things that go along with the fish consumption, there's less diabetes, there's less depression, there's less heart attacks, there's less stroke. National average might be 16 pounds of mixed seed food per year per person. The best estimate is the state of Hawaii consumes per capita on average at least 3 times the national average. People in the United States eat far fewer fish meals than the medical community recommends, and it's having an impact. In Boston, Massachusetts, Project Viva followed 2,000 women through pregnancy and assessed the development of their children. The women in Project Viva were eating on average about 1 fish meal a week or less. So the women who ate more fish during pregnancy had babies that had better scores on tests of development at 6 months and at 3 years. The women who ate more fish during pregnancy also had higher mercury levels in their blood and hair, but despite that, the overall effect of fish consumption was that a benefit. These findings were backed up by a much larger study in Great Britain. One of the biggest studies was the study in a population of mothers and children in the UK called the ALSPAC study, in which they looked at maternal fish consumption during pregnancy and child development through the school years. And the ALSPAC study had data on 14,500 pregnancies and the amounts of seafood intake that the mothers ate during pregnancy. So we decided to evaluate the data to test the letter of the 2004 EPA and FDA advisory. Now that advisory advises women to eat no more than 12 ounces of seafood per week and to avoid certain species.
So we divided the group of women at Alsbach into those that ate no seafood, those that ate some seafood but didn't cross the limit, and those who ate more than 12 ounces per week. And we asked which of those three groups had children that did the best. Does a diet deficient in seafood during pregnancy in the mom have long-term results of harm for the children when they were 8 years of age? And they found that on several of the outcomes they tested, including components of IQ and school performance, that the kids of mothers who ate more than 2 weekly fish servings, which is the limit currently recommended by the federal government, those kids had better developmental outcomes in the school years. And when they ate less than 12 ounces a week, it was associated with nearly a doubling of the risk that the children would have low verbal IQ. Now, we also found that children had greater social problems and peer problems when their mothers did not eat sufficient seafood. That is, they followed the advisory. And the children also had problems with fine motor control and other indicators of neural development. So the reviewers and the editors of The Lancet, when we published the paper, made us add the words that following the seafood advisory was detrimental. The study in the Faroe Islands subsequently went back and looked at fish consumption in their cohort, and they found that the mothers who ate more fish had higher mercury levels, but the fish consumption was beneficial for the child outcomes. Researchers were seeing the importance of eating fish for the healthy development of children. Women in the Seychelles ate 12 ocean fish meals per week on average, but the trace amounts of mercury in the fish didn't seem to be harming their children. Children in the Faroe Islands did seem to have effects from mercury, but most of the mercury in their mothers' diets came from eating the mammal pilot whale, not fish. Why would that matter? Biochemists and biologists think it might be the presence of another beneficial nutrient in fish, the element selenium. It was first recognized that selenium protected against mercury toxicity. This was back in 1967 when they did an animal study where they found that feeding animals an amount of mercury that would kill them could be completely prevented if they were just given a similar amount of selenium. Many important processes in the body need selenium to work properly. We know selenium is important for brain development from studies in which the deletion of selenium transport to the brain results in severe neurological developmental problems. Selenium proteins sequester the heavy metals such as mercury, cadmium, and lead, but it takes selenium away from where it's needed. Selenium is the essential molecule that the body needs. Mercury binds the selenium, taking it out of place so that it can't perform its essential functions. All of the characteristic signs and symptoms of mercury toxicity line up exactly with what we would expect in an organism with selenium deficiency. Where do we get selenium in our diet? The USDA found that 17 of the top 25 sources of selenium in the American diet are ocean fish. The researchers hypothesized that fish containing more selenium than mercury could provide enough selenium to bind with the mercury and still meet the body's needs. Researchers tested this idea in laboratory studies. We gave the selenium in the form of ocean fish. So we had to get rid of any excess omega-3s or vitamin D, so it's only going to be the protein, which is where the selenium resides. We were still feeding huge amounts of mercury, amounts that would otherwise eventually be lethal to the animals. The animals that we gave fish protein, the selenium from the protein offset the mercury binding, and the animals maintained health, normal growth, no neurofunctional consequences. So we're feeling fairly confident now that ocean fish consumption prevents rather than contributes to causing mercury toxicity. Some people say, oh yes, but an animal model is not the same as a human. However, it's very important for everyone to recognize that all forms of life that have brains have selenium-dependent enzymes that protect their brains. But what about the studies that suggested harm from mercury from eating normal amounts of seafood?
Does the selenium explanation fit the findings of the Faroe Islands study that showed harm from eating seafood? The studies on which the original recommendations are based are studies in which the primary source of mercury in the diet was from pilot whale, which has very low levels of selenium. They contain far more mercury than selenium. Ocean fish are completely different than that. Most varieties of ocean fish that people consider seafoods contain many times more selenium than mercury. Ocean fish are enriched. Voilà. Donc, comme ça se répète, la fin se répète et qu'on n'a pas trop de temps pour échanger sur le sujet, voilà. Je coupe la fin du film, désolé. J'ai oublié, moi je trouvais que c'était très bien jusqu'à la fin. Vas-y. On s'installe. Bien, donc bonjour à toutes et tous. Donc je vais, Isabelle Letellier, donc je vais animer en fait cette table ronde. Je vais essayer aussi de faire attention à ce que chacun respecte en fait le temps qui lui est imparti pour sa présentation. Je vais juste reprendre par rapport en fait à la thématique un petit peu les enjeux de l'aliment, enfin du poisson comme aliment essentiel en fait de la qualité. On a vu dans ce reportage, enfin dans ce film, et on le verra dans la présentation en fait des gens qui sont ici, que bien évidemment dans les poissons on a des protéines et des acides gras en fait qui sont de bonne qualité. C'est aussi, comme il a été dit dans les introductions, la seule ressource en fait sauvage qui soit en fait véritablement une base de l'alimentation d'énormément de populations. Donc il y a bien évidemment des risques sanitaires. On verra avec Jean-Luc Vallée en fait les questions qui sont liées à la qualité des produits, mais il y a aussi un intérêt en fait qui est une accessibilité en fait, alors que je dirais peut-être relative par la population en fait à ces ressources en fonction de la distance en fait à la côte, bien évidemment pour aller chercher le poisson. Donc la qualité des milieux va bien évidemment rentrer en ligne de compte aussi pour un certain nombre de produits. On l'a vu sur les problèmes des métaux lourds, mais on le voit aussi bien évidemment dans les problèmes des coquillages plutôt. Il y a des risques en fait de surexploitation, bien évidemment. Alors on regrette que le représentant pêcheur en fait ne soit pas présent. Il aurait pu nous parler aujourd'hui de tout ce qui est mis en œuvre en fait dans le développement en fait d'une pêche durable. Il y a une sécurité en fait alimentaire qui est tout à fait assurée aujourd'hui par rapport en fait aux différents contrôles qui sont menés en fait sur les produits alimentaires. Et puis bien évidemment, je ne vais pas du coup parler de sécurité en mer, je l'avais mis dans les enjeux, mais même chose, n'ayant pas notre intervenant pêcheur, éventuellement des gens dans le débat pourront peut-être parler des problématiques de sécurité en mer et d'autres enjeux qui peuvent être aussi en fait des conflits d'usage sur le territoire. Je ne vais pas aller plus loin, je vais laisser en fait chacun des intervenants en fait se présenter. Et donc, on va commencer, en fait, Madame Taroub, en fait, Barry, de la FAO. C'est bon, on m'entend là? Oui? Donc, bonsoir, je m'appelle Taroub Barry, je travaille pour la FAO, basée à Rome. En réalité, c'est mon collègue Yuger Topé, son nom est écrit en bas de la diapo, qui aurait dû être là parce que c'est lui le nutritionniste. Moi, je m'occupe pas du tout de nutrition. Du coup, je vais essayer de donner sa présentation du mieux que je peux, en coupant au passage parce qu'on a très peu de temps. Donc la photo que vous voyez, c'est une anchoveta ou anchois du Pérou. C'est en volume de production, c'est énorme. Ça représente, je crois, 6 millions de tonnes par an, mais seulement 2 à 3% de ces captures sont utilisées pour la consommation humaine, ce qui est un peu dommage parce que c'est un des poissons qui a la plus forte concentration en oméga 3. Alors simplement quelques chiffres sur la pêche.
pour dire que la pêche et l'aquaculture fournissent ou font vivre près de 12% de la population mondiale. Les dernières estimations montrent que c'est 600 à 800 millions de personnes qui en dépendent directement ou indirectement, dont la moitié qui sont des femmes. Donc on le dit pas suffisamment, mais c'est bien de le rappeler. Alors, autre fait très marquant, c'est que le poisson est l'aliment le plus commercialisé au monde. Si vous regardez là la tendance des importations et des exportations, alors les importations à gauche et les exportations à droite, depuis 1976 jusqu'à 2012 environ, vous voyez l'augmentation pratiquement exponentielle, que ce soit pour les pays développés ou les pays en voie de développement. Donc ça voyage énormément, ça bouge dans tous les sens. Alors en termes de protéines, les poissons représentent un apport conséquent de protéines d'origine animale dans la nutrition. Donc les estimations montrent que globalement ça représente 17% des protéines animales, et ce pourcentage peut augmenter sensiblement dans certains pays comme en Afrique de l'Ouest par exemple, où ça dépasse les 50%, ou bien certaines en Asie où on a 71% pour les Maldives, 63% en Sierra Leone, et sans doute des pourcentages encore plus élevés dans des endroits comme le Pacifique. J'imagine que dans les îles du Pacifique ça doit être encore plus élevé. Alors ça c'est bon, ça répète un peu ce que le film dit, donc je passe. Ça c'est une diapo intéressante parce qu'il montre le nombre de doses journalières en oméga 3 qu'on obtiendrait pour $1, donc pour le coût. Et vous voyez que en bleu c'est le sprat. Donc pour $1, on obtiendrait énormément de doses d'oméga 3 pour la ration journalière dont on a besoin pour fonctionner normalement. Donc à un bout de la chaîne on a le sprat, et à l'autre bout de la chaîne on a le saumon, évidemment, le saumon étant un poisson extrêmement cher. Et au passage le hareng et les sardines. Ici, alors c'est une simulation. Attendez que je vérifie pour pas dire de bêtises. C'est une simulation c'est un calcul complètement virtuel et théorique. C'est si on prenait tous les poissons qui se trouvent dans la mer, combien de millions de personnes on pourrait fournir en oméga 3 pour une année. Pardon. Donc à gauche, vous avez les capsules d'huile de poisson. Alors évidemment, c'est ce qui arrive en tête. Mais tout de suite après, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est les sardines qui arrivent en deuxième position. Et bon, le sprat, du coup, se retrouve en dernier, puisque les populations de sprat sont, comparativement beaucoup plus faibles que les autres espèces. Alors, autre élément important, ce sont les micronutriments. Pardon. Ce sont les micronutriments. Donc, ça, le film le dit bien, que les poissons sont riches non seulement en protéines, mais en oméga 3, mais aussi en vitamine A, en vitamine D, en vitamine B12, en zinc, en fer, en calcium, en sélénium et en iode. Alors, en réalité, donc si on fait un espèce de mélange et qu'on a une capsule de poisson, ça fournit tous ces nutriments, micronutriments qu'on vient de citer. Mais finalement, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que il vaut mieux manger une capsule d'huile faite à partir de poisson, ou bien simplement manger plusieurs petits pélagiques comme ça qui apporteraient exactement la même ration, que ce soit de micronutriments ou d'oméga 3.
Les petits pélagiques, alors parlons-en des petits pélagiques. Il y a une très forte compétition entre la demande pour la farine de poisson et disons la consommation humaine. Alors ici c'est simplement pour rappeler que ce sont des poissons qui ont une haute valeur nutritionnelle, qui ont un coût très bas par rapport à d'autres poissons. En revanche, la farine de poisson et l'huile de poisson sont des aliments ou des denrées qui ont un coût extrêmement élevé. Je crois que ça a sonné, c'est pour moi? Oui, mais je Okay. savais pas qu'il y aurait un son, je ne vais quand même pas le mettre, en fait, le micro, parce que là, c'est un petit peu agressif. Bon, pour revenir à l'Anchoveta du Pérou, donc c'est la plus grande pêcherie du monde, mais bon, malheureusement, une grande partie part pour faire de la farine de poisson, et on essaye un peu d'encourager les gens à modifier ce schéma et la consommer, disons directement plutôt que d'en faire de la farine. Alors, autre activité extrêmement importante que je vais mentionner très rapidement, c'est l'utilisation des coproduits. Des coproduits. Alors, c'est un domaine d'activité extrêmement actif. En tout cas, à la FAO, on a plusieurs projets là-dessus, où on essaye d'utiliser ou de recycler les coproduits pour en faire des compléments donc alimentaires. Compléments alimentaires pour, par exemple, dans les programmes comment on appelle ça, dans les cantines. Dans les cantines, il y a en utilisant les têtes de poisson, je crois qu'il y a des projets qui ont très bien fonctionné, au Ghana notamment, et je crois qu'au Pérou, ils ont un projet, et en Uruguay. Donc, c'est quelque chose qui est un peu en expansion. En plus de nouveaux marchés qui ont été ouverts en Afrique, par exemple, où les pays scandinaves ou les pays du nord de l'Europe, l'Islande, la Norvège, maintenant commercialisent les têtes de poissons, et c'est un marché qui est assez florissant. Voilà, je crois que est-ce que j'ai le temps de dire autre chose? Ah si, une chose très importante que je vais passer directement à propos des dioxines et du mercure et de la toxicité supposée du poisson. Donc, en dépit de la communication très agressive qui a été faite dans certains médias, notamment aux États-Unis, alors suite à ça, il a été demandé à la FAO de faire une synthèse et de dire ce qu'il en est. Donc, Manus Militari, ils ont dû organiser une consultation d'experts où ils ont fait le point sur la situation, et donc voici le résultat. Alors là, vous avez toutes les espèces ou les groupes d'espèces. Donc, en horizontal, c'est la concentration en oméga 3. Faut pas que je dise de bêtises parce que j'ai des experts autour de moi. Et verticalement, c'est les niveaux croissants de mercure. Alors, vous voyez là, je ne sais pas si on arrive à voir, mais au-dessus du marlin, là où il y a marlin, c'est 0,5, la limite de 0,5 microgrammes par gramme de poisson. Alors, cette consultation d'experts a conclu que toutes les espèces, les groupes d'espèces qui sont au-dessus de cette ligne, même en consommant tous les jours, donc 7 fois par semaine, les bénéfices restent supérieurs au risque encouru à la consommation de mercure. Par contre, les espèces qui sont au-dessous de la ligne, la consommation est effectivement déconseillée aux femmes enceintes et aux enfants, et voilà, il ne faut pas en manger tous les jours si on ne veut pas avoir de soucis. Voilà. Merci, c'est vrai que bon, je m'excuse pour le timing que j'avais mis. Je pensais pas que la sonnerie en fait serait aussi brutale. Donc je vous prie de m'excuser. Donc on va passer en fait à Bernard Schmitt en fait qui va nous ah non, autant pour moi, pardon, si je respecte en fait l'ordre, c'est Jean-Luc Lavallée qui est directeur en fait du Centre IDEMER et qui va nous présenter en fait une appréciation comment on évalue finalement la qualité en fait des produits de la pêche.
Merci. Bonsoir. Donc IDEMER, on est un centre technique où on est un petit peu en relation avec les pêcheurs, les marailleurs, les ateliers de transformation également sur la région ou sur le territoire national. Et donc la qualité du poisson, on l'évalue d'abord par visuellement. Hein, les marailleurs font ça tous les jours, les acheteurs font ça tous les jours sous la criée. Hein. Et un des premiers critères de qualité, c'est d'abord l'odeur. J'ai fait quelques campagnes à bord de chalutiers, et déjà un chalutier, si vous mettez le pied sur un chalutier, s'il sent bon, c'est déjà un bon signe. Donc l'odeur est le premier critère d'évaluation. On s'en sert. Il y a des grilles de cotation d'ailleurs qui existent, hein, qui sont reconnues dans la profession. Et donc l'odeur est on a la chance, dès que le poisson se dégrade, il va dégager des molécules très odorantes, hein, dont la BVT, enfin de l'ammoniac et de la triméthylamine. Et donc ce sont des molécules, c'est la cadavérine ou putrécine, enfin on peut appeler ça comme, il y a différents termes, mais donc c'est des odeurs très très fortes, et donc l'homme qui n'a pas un nez très développé le ressent quand même très bien. Donc il y a l'odeur et il y a l'aspect visuel, donc la couleur, la brillance, l'aspect visuel du poisson. Alors là c'est aussi le deuxième sens qui intervient même en premier au niveau des achats, hein, sous criée, puisque les gens n'ont pas le temps ni les loisirs d'aller tâter, d'aller sentir les poissons. Donc ils voient à l'aspect visuel la brillance de la peau, l'état de l'œil. Alors après, si on s'approche du plus près, on peut regarder l'état de l'ouïe des poissons, mais là, il faut manipuler le poisson. Ensuite, la texture évidemment du poisson. Là, c'est si on le touche, une chair flasque ou une chair rigide. Enfin, un maquereau qui vient d'être pêché, il va être rigide, il va tenir droit sur le doigt, alors que s'il commence à se courber, c'est qu'il a commencé à se dégrader. Donc, on utilise vraiment tous les sens qu'on a à notre disposition. Sans faire de frais analytiques pour déjà évaluer la qualité du poisson. Donc ensuite, il y a des critères d'évaluation aussi qui sont reconnus par la profession par après cuisson, où on va aussi évaluer notamment la texture et puis l'odeur également. Mais donc pour s'accorder au niveau de certains cahiers des charges avec les professionnels de la transformation, notamment sur les importations, les échanges internationaux, on est obligé de faire intervenir des critères d'évaluation biochimiques ou microbiologiques. Dans ce cas-là, on fait appel à des laboratoires d'analyse, évidemment, pour évaluer la contamination microbienne. Et également tout ce qui peut être notamment la BVT, qui est donc l'azote biologique volatile, enfin donc l'ammoniac en fait, hein, les dégagements d'ammoniac, la triméthylamine, et qui est également qui fait partie de ce qu'on met sous la BVT, mais le ratio entre la triméthylamine et la BVT permet de savoir si éventuellement il y a eu de la fraude, enfin si en gros on a lavé les filets pour lessiver l'ammoniac. La triméthylamine restant liée aux chairs de poisson, donc il est possible de voir s'il y a eu des manipulations un peu trompeuses, on va dire. Donc on fait aussi également des analyses sur l'histamine. Alors l'histamine, c'est une molécule de la dégradation, notamment de l'histidine, hein, qui est un acide aminé assez riche, enfin assez présent dans le poisson, et notamment dans le thon, le maquereau, les sardines, les anchois. Donc cette molécule d'histidine va être dégradée par notamment les enzymes soit internes, enfin les enzymes tissulaires, soit par les bactéries. Donc c'est aussi un signe d'une mauvaise conservation du poisson, une mauvaise chaîne du froid, ou alors une mauvaise température de conservation principalement. Mais quelles sont les conséquences de la consommation d'histamine ? L'histamine, c'est un allergène.
un allergène assez puissant, hein, donc qui peut provoquer des réactions cutanées, notamment gastriques, bon, dans des cas rares, éventuellement des chocs allergiques. La prévalence, bon, en France, c'est assez rare, mais bon, ça existe quand même. Et a priori, c'est une fraction importante des allergies dues aux poissons quand même. Notamment sur le thon, qui est lui, beaucoup du thon, une grande partie du thon pêché et consommé en France est pêché dans des mers chaudes. Et donc le temps de pêcher, de remonter le poisson, de le traiter, de l'éviscérer et de le rentrer dans les cales, pendant ce temps-là, éventuellement à haute température ambiante, hein, donc on a un risque plus élevé que sur nos poissons ici dans les mers tempérées, pour des poissons riches en histamine également, quoi, en histidine. Voilà. Un autre problème qu'on peut avoir au niveau de la qualité, qu'on peut observer visuellement, c'est la présence de parasites. Alors tels que l'anisakis, hein, qui est un ver qui est qu'on trouve dans le poisson, dans le cycle d'évolution de ce ver-là, il va se retrouver dans certains poissons. Il arrive à la taille adulte chez les mammifères marins, mais il peut se retrouver absorbé par les micro-organismes marins, puis absorbé par les poissons. Et donc il a, pour l'homme, pour l'être humain, s'il est ingéré vivant, cette larve est ingérée vivante, elle peut venir se fixer dans l'estomac, donc ça peut provoquer aussi des réactions d'occlusion intestinale ou des désagréments de ce type, et surtout initier une allergie également, et donc une contamination ultérieure par même un ver qui a été tué, soit par la congélation, soit par la cuisson, va provoquer quand même une allergie qui peut être assez sévère suite à cet anisakis là. Alors ça se voit beaucoup, hein, ça se voit très bien lors de la pêche, hein, l'anisakis, quand on pêche du merlu, notamment toutes sortes de poissons blancs, ça se fixe sur le foie, généralement dans la cavité abdominale. Et le moyen de s'en prémunir, c'est aussi de travailler très vite dès qu'on a pêché, d'éviscérer le poisson et de mettre très rapidement en cale, sous glace, et de bien glacer avec suffisamment de glace, hein. Donc ça permet, ça empêche l'anisakis d'aller coloniser la chair noble, si on veut. Donc puisqu'on l'a enlevé, et puis dès qu'on a refroidi, on a empêché sa progression. Si malgré tout on en retrouve quand même dans la paroi abdominale quand on a enlevé les viscères, il est important de congeler, enfin surtout pour la nutrition en poisson cru, hein, parce que la mode du sushi ou en Europe et en France c'est beaucoup développé. Si on veut manger le poisson cru, il faut absolument le congeler. Alors dans un congélateur industriel, on va dire 24 heures à moins 20 degrés au minimum. Et si c'est au niveau domestique, pour une consommation domestique, ça va être de l'ordre de une semaine, on dit une semaine dans un congélateur à moins de 18 degrés. Oui. Donc en fait, c'est bien congélation, cuisson. Oui. Alors, prévient en fait ce risque. Donc on va tuer le ver. Par contre, le côté allergénique, allergène, on va pas pouvoir. Ce sont des molécules thermostables, hein, donc même après une cuisson prolongée, l'allergie, le risque allergique va demeurer. D'accord. Ok, merci. Donc maintenant, je passe la parole donc à Bernard Schmitt. Merci. Et vous n'hésiterez pas, j'espère que vous avez pris des notes, hein, vous poserez des questions en fait après, il n'y aura pas de souci. Donc je passe la parole à Bernard Schmitt, qui est nutritionniste et qui va nous parler justement des bénéfices et des risques de la consommation en fait de poissons. Alors, simplement, je suis médecin nutritionniste. J'ai aussi une fonction d'expert. Alors, je me méfie parce que beaucoup de gens, surtout dans le milieu un petit peu associatif et militant, fusillent à vue les experts. Donc, je suis expert à l'ANSES, ex-AFSA, et membre de la commission risque-bénéfice du poisson. Donc on est en plein dans le sujet. Et ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu de façon très schématique, parce que Isabelle m'a donné 5 minutes. Alors
C'est court, mais ça permettra de discuter et on pourra aborder les différents problèmes que j'esquisse ici lors de la discussion. Simplement, en tant que médecin, je suis confronté effectivement à un certain nombre de maladies métaboliques dans ma spécialité. Et si vous regardez, par exemple, en haut à gauche, les maladies cardiovasculaires, vous voyez que le Japon est le pays où il y a le moins de maladies cardiovasculaires. La France est relativement bien placée, mais d'autres pays, comme les pays anglo-saxons et les pays du nord de l'Europe, sont très mal placés. Même chose pour les cancers, même chose pour l'obésité, même chose pour le diabète. Nous sommes donc confrontés à des problèmes de santé publique extrêmement importants. Quelle réponse face à ces problèmes? Alors le poisson est une bonne réponse effectivement, et il y a différents domaines, mais je vais par souci d'économiser mon temps de parole, vous parler simplement des protéines et des matières grasses. Alors en ce qui concerne les protéines, grosso modo, les protéines du poisson sont identiques à celles de la viande. C'est-à-dire que ce sont d'excellentes protéines. On trouve tous les acides aminés. Vous savez que les protéines, ce sont des enchaînements comme des chapelets d'acides aminés. On trouve les 22 acides aminés, dont les 9 essentiels sans lesquels on ne peut pas vivre. Et chez le nourrisson, il y en a encore un certain nombre qui sont dits conditionnellement essentiels, c'est-à-dire c'est chez le nourrisson et chez le prématuré. Et cela également existe dans le poisson, donc c'est excellent. Par contre, ce qui est extrêmement différent de la viande, c'est le collagène. Vous savez, le collagène, c'est ce qu'on appelle le nerf dans la viande. Enfin, c'est ce qui est dur, ce qu'on a du mal à mâcher. Le collagène et l'hydroxyproline sont beaucoup moins présents dans les chairs de poisson, ce qui donne ce goût fondant, cette qualité organoleptique de la chair de poisson, qui est tout à fait différente de la viande et qui est un point essentiel, notamment par exemple chez les personnes âgées qui ont perdu leur dentition, qui n'arrivent plus à mâcher, etc. Autre problème des protéines, mais on pourra l'aborder après, c'est que quand on extrait ces protéines du poisson, ou même la consommation de ces poissons, permettent de leur découvrir un certain nombre de fonctionnalités. Et en tant que médecin, certaines de ces protéines sont bonnes pour lutter contre le diabète, pour stimuler la sécrétion d'hormones de croissance, pour lutter contre l'hypertension artérielle, sont antibactériens, favorisent l'immunité, lutte contre l'ostéoporose, etc. Donc vous voyez, et puis j'ai mis en rouge quelques origines de poissons de ces différentes fonctions. Donc voilà également un élément qui est tout à fait intéressant. Alors les graisses. Les graisses, on en a parlé dans le film, j'ai plus rien à dire quasiment. Sachez seulement que ce film était un petit peu, il y avait un raccourci, on a dit le poisson, c'est pas tous les poissons, ce sont les poissons gras. Et les poissons gras, c'est ceux qui contiennent au minimum 10 grammes de matière grasse pour 100, ce qui n'est pas de loin, c'est grosso modo les poissons bleus, pour être schématique. Alors, comment est-ce qu'on s'en est aperçu? Il y a eu des études à partir des années 80 à peu près, au Groenland, et qui est toujours actuellement un territoire danois. Et il y a eu une étude entre les Danois continentaux et les Groenlandais, et on s'est aperçu que les Groenlandais faisaient 10 fois moins à peu près de maladies cardiovasculaires et de mortalité cardiovasculaire que les continentaux. Pourquoi? Parce que leur alimentation est extrêmement différente. Côté continental, c'est bien entendu la viande de bœuf, et par derrière, la manière dont on nourrit le bétail, c'est-à-dire le maïs, le soja, l'huile de palme maintenant, qui sont des saturés et qui sont des oméga 6. Et puis, côté Esquimaux, c'est évidemment tous les produits de la mer qui constituent la base essentielle de leur alimentation. Alors nous sommes en plein dans ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Et la chaîne alimentaire, c'est grâce à la photosynthèse sur le phytoplancton. Le phytoplancton qui est donc une microalgue, un végétal. Et ce végétal va pouvoir fabriquer les fameux oméga 3. Les oméga 3, ce ne sont que les végétaux qui sont capables de les fabriquer, terrestres ou marins. Mais ces végétaux, c'est sous l'action de la photosynthèse. Et vous imaginez que quand le jour en Arctique, en été ou pour notre hiver en Antarctique, permet d'avoir une photosynthèse maximum
qui entraîne dans ce phytoplancton la création de ces oméga 3. Alors les oméga 3, c'est toute une famille, et il faut savoir que dans les végétaux, grosso modo, il y a ce qu'on appelle le précurseur, puis un autre oméga 3, l'EPA, qui est la matière première pour fabriquer un certain nombre de nos hormones, sans lesquelles nous ne pouvons pas vivre. Ces hormones s'appellent les prostaglandines, les thromboxanes, et puis le fameux DHA dont on a parlé, qui a une double fonction, une fonction essentielle sur le cerveau et une fonction essentielle sur le cœur. Donc lorsque ces poissons, les espèces minotières, décidément ça part tout seul, voilà, lorsque les espèces minotières mangent le plancton, les petits poissons, les gros poissons mangent les petits et nous pêchons les gros, et finalement c'est comme ça que nous nous approprions ces oméga 3. Alors ces oméga 3, je vous ai dit qu'ils ont différentes... J'ai essayé de prendre la souris, mais ça marche pas très bien, hein. Bon, c'est pas très grave. Alors, ces oméga 3, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un certain nombre de fonctions, c'est la deuxième colonne, puis ces fonctions, c'est anti-inflammatoire, anticoagulant, etc. Ça explique pourquoi c'est bon pour la prévention du fœtus, prévention chez l'enfant et prévention quand même chez l'adulte. Alors, simplement, je voudrais vous montrer, et là ça a été dit dans le film, j'ai trouvé la dernière publication en la matière qui date là de 1 mois et qui a montré qu'effectivement sur 2000 pères, mères, enfants entre 2004 et 2008, on a montré que le développement psychomoteur des enfants a été nettement plus élevé chez les mangeuses de poissons. Et ça a été tout à fait, ça correspond à ce que vous avez vu dans le film. Et malgré toutes les critiques que l'on a pu formuler concernant notamment le mercure et les composés organochlorés. Donc ça, c'est un point qui est tout à fait prouvé maintenant. Et là, je vais vous montrer pourquoi. Eh bien, vous savez que, grosso modo, les membranes de nos cellules sont fabriquées avec des graisses. Et ces graisses, ce qu'on appelle des phospholipides, si vous avez la petite cartouche en bas à gauche, il y a en rouge de grosses protéines qui sont des ascenseurs à travers les membranes, qui vont chercher de l'information à l'extérieur des cellules, qui vont ramener ces informations dans la cellule pour que nous réagissions positivement à un certain nombre d'agressions ou d'environnements. Eh bien, si nous avons beaucoup d'oméga 3, cette paroi est très souple, très fluide, c'est ce que j'ai mis dans la partie ici, fluide. Et puis, si nous avons que des saturés, comme dans notre régime habituel occidental, eh bien, c'est très dur et l'ascenseur ne peut pas fonctionner. Alors, regardez un petit peu si ça veut marcher. Tac. Hop. Voilà. Vous avez ici des molécules de phospholipides et vous avez en bleu, c'est un saturé. Vous voyez que ça bouge pas. C'est parfaitement immobile, c'est rigide. Alors que là, vous avez un DHA, et ce DHA se tortille dans tous les sens, et cette façon de se tortiller dans tous les sens va permettre effectivement d'avoir cette souplesse de la membrane qui est parfaitement compatible avec une bonne information et une bonne réaction de nos cellules. Alors, je continue, toc. Dans notre alimentation actuelle, depuis 1940, donc l'après-guerre, jusqu'à aujourd'hui, vous avez dans le lait de femme la teneur en oméga 6 en jaune et en oméga 3 en bleu, et vous voyez que nous sommes toujours en carence d'oméga 3, et cette carence d'oméga 3 fait que nous avons actuellement beaucoup de diabète, de cancer, de maladies cardiovasculaires, etc. L'idéal du comité d'experts auquel je fais partie a déterminé que c'était 4, et nous sommes aujourd'hui à 20. C'est-à-dire que nous avons 5 fois trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Donc tous les moyens sont bons pour avoir des oméga 3 et de ce point de vue-là, manger du poisson. Alors, il y a des risques quand même. C'est d'abord la première des préoccupations des consommateurs. Ici, c'est une enquête que nous avions faite sur les consommateurs et qui a été rapportée dans un document que je vous montrerai tout à l'heure.
Et puis, pourquoi? Parce que vous avez des métaux lourds, on en a parlé, mercure, cadmium, plomb, arsenic. Vous avez les HAP, c'est-à-dire les hydrocarbures. Bon, et puis vous avez les polluants organiques persistants, les POP. Pourquoi persistants? Parce qu'ils se fixent dans la graisse des poissons, et quand nous les consommons, ils se fixent dans notre propre graisse, ils s'accumulent dans la graisse et ils sont libérés progressivement tout au long de notre vie. Or, ces persistants, ce sont les dioxines et les dioxines-like, comme les PCB et toutes les sortes de PCB. Alors, est-ce que c'est dangereux tout ça? C'est un des problèmes essentiels des toxicologues, et actuellement je participe au groupe d'experts avec des toxicologues où il y a des débats extrêmement ardus entre les nutritionnistes d'un côté et les toxicologues de l'autre pour savoir finalement jusqu'où on peut aller. Alors, il y a eu effectivement dans les poissons des dosages sur les métaux lourds, et vous voyez que cadmium et plomb en particulier sont relativement importants. Alors, est-ce que c'est une contre-indication à manger du poisson? Il y a eu une enquête sur l'Orient sur un certain nombre de poissons que vous avez ici, avec la teneur notamment en produits chimiques toxiques. Alors, je ne vais pas regarder ce tableau dans le détail, mais si je regarde si vous voulez, les teneurs maximales réglementaires que vous avez ici, j'ai comparé les dossiers, les deux tableaux, et nous sommes aujourd'hui très largement en dessous des teneurs réglementaires en PCB, tels qu'ils ont été définis par les comités d'experts. Donc, de ce point de vue-là, on peut estimer qu'il n'y a pas de risque majeur, et sauf pour les très gros consommateurs, et on l'a bien vu dans le film, notamment aux îles Féroé, sauf pour les très gros consommateurs, l'apport des oméga-3 est largement supérieur au risque encouru avec les métaux lourds, et d'autre part, les POP, c'est-à-dire les contaminants persistants, ça c'est dans les poissons gras, tandis que vous avez pour les métaux lourds certains poissons qui sont plus porteurs de ces métaux lourds, je vous les ai mis ici, c'est le thon, l'espadon, et puis crevettes, crabes, anchois, etc. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Globalement, manger du poisson, et le comité d'experts a décidé que on pouvait appliquer un principe de précaution chez la femme enceinte, à cause du plomb notamment, et du mercure. Et ce principe de précaution serait de manger du poisson une fois par semaine chez la femme enceinte et allaitante, mais que pour les autres personnes, c'est au minimum 2 fois par semaine. 3 fois par semaine, il n'y a aucun risque. Et tant qu'à manger du poisson, 3 fois par semaine du poisson gras, plus une fois ou l'autre du poisson maigre, qui, lui, est exclu du risque toxique, mais qui n'a pas d'oméga 3, c'est finalement une excellente démarche nutritionnelle. Pour le reste, on pourra discuter. Merci Bernard. Donc bon, vous avez vu que dans les 3 présentations, alors donc il nous en manque une, hein, on est désolé. Dans les 3 présentations, vous avez bien vu, je pense, mesurer entre le film et ces 3 présentations l'importance que les produits de la mer en fait ont dans l'alimentation humaine. Importance en fait notamment pour aussi beaucoup de pays en fait en voie de développement. Donc un accès qui est quand même relativement aisé, on va dire, à cet aliment. Et puis, bon, bah, des risques qui existent, c'est certain, mais en même temps, une balance, en fait, bénéfice-risque qui, a priori, pour l'instant, est plutôt bénéfique. Donc, on va laisser la place. Alors, pour ce qui est peut-être des questions, il pourrait y avoir éventuellement des questions sur l'aspect gestion durable, en fait, des ressources, pour que, justement, on ait toujours accès, en fait, à ces ressources. Alors, je fais confiance à quelques professionnels que je vois dans la salle qui pourront éventuellement, en fait, répondre et remplacer Monsieur Leclerc, donc, qui n'a pas pu venir, en fait, qui était représentant du comité des pêches, donc, d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas pu venir en fait aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas, la première question étant toujours la plus difficile, donc allez-y. Le tableau que Madame Paris a présenté avec les concentrations en mercure et dans les principes de l'oméga 3. Et c'est possible en français, parce qu'en fait, c'est en anglais, les noms des poissons, des aliments.
Écoutez, je vais me renseigner, puis j'imagine que... Qu'est-ce que c'est? Vous l'avez là? Alors, oui, vous pouvez vous le procurer, vous demandez ça. Ben, je suis dans le micro là, non? Bon, vous allez sur Internet et vous faites ANSES, A-N-S-E-S. C'est l'Agence nationale de sécurité des aliments. Hein. Et sur le site de l'ANSES, vous pouvez demander d'une part le rapport. Alors, il est un petit peu ancien, mais il est de 2010. Mais il y en a eu un autre qui faisait la synthèse de nouveau. C'est le rapport de consommation, le risque-bénéfice de la consommation des poissons et crustacés, hein, enfin des produits de la mer. Donc sur le site de l'ANSES, vous l'avez. Et vous pouvez également demander sur le même site de l'ANSES ce rapport, qui est le rapport Calypso, qui est un rapport qui a été fait, alors il est encore un tout petit peu plus dans les années 2010 ou je sais plus, qui est une comparaison sur le bénéfice, risque-bénéfice sur 4 ports français, qui étaient le port de Lorient, le port de Toulon, le port de... je vais vous dire ça. Je les ai oubliés les autres. Mais je sais que j'avais collaboré à celui de Lorient, donc c'est pour ça que je m'en souviens. Le Havre, Lorient, La Rochelle et Toulon. Hein, voilà. Donc c'est rapport Calypso également à l'ANSES. C'est sûr, madame, que c'est vrai que je regarde, en fait, vous n'aurez sans doute pas une présentation aussi synthétique. Non. Donc voilà, donc ce sera un petit peu plus ardu, mais si madame en fait Taroub éventuellement a ça au niveau de la FAO, oui, au niveau de la FAO peut-être. Je pense que ce tableau vient du rapport de la consultation d'experts qui a été organisée je crois que c'est en 2010, mais je suis pas certaine. Si c'est le cas, ça devrait être traduit dans plusieurs langues, mais j'ai pas la certitude. Je peux vous laisser mon contact et si vous me contactez, je m'assurerai de vous le faire parvenir. Puis ce qu'on peut essayer de faire aussi, c'est de voir avec la Maison de la Mer, en fait, à ce que éventuellement cette information puisse être diffusée en fait à d'autres moments. Voilà, sur le site de la Maison de la Mer, à ce moment-là, en fait, on pourra mettre ce type d'informations qui sont relatives à cette table ronde. Ah, j'avais pas mis longtemps. Oui. Monsieur Lavolée. Oui, tout à fait. Alors, il y a quand même la persistance au niveau des échanges internationaux de cahiers des charges. Hein. Donc, évidemment, il y a des normes qui sont émises. J'ai plus parlé des normes que des résultats. Évidemment, on a rarement, même jamais à ma connaissance, de problèmes de normes qui sont dépassées, enfin de résultats qui sont dépassés, quoi. Donc, effectivement, on a listé un petit peu les problèmes qu'il pouvait y avoir. C'est pas parce que, enfin, ils n'existent pas systématiquement, je veux dire. À bord des bateaux, on a une amélioration, notamment, c'est là que ça commence, hein, donc notamment sur la glace, la qualité de la glace, la température de la glace, la température des cales. Ça, c'était déjà pas mal en place, mais enfin on approche aussi du point de congélation commençante sans le toucher, mais par exemple que ce soit pour la croissance microbienne ou l'activité enzymatique, si vous gardez un produit, un poisson à 2 degrés
degrés, vous avez une activité résiduelle. Si vous le descendez à 0 degré, cette activité résiduelle va être diminuée peut-être par 10. Alors là, j'ai pas les chiffres exacts, hein, mais et si vous descendez à moins 1 degré, alors là, vous commencez à toucher une zone un peu sensible au niveau température. Il faut éviter de créer des cristaux intercellulaires, hein, de congeler, enfin de commencer à congeler le poisson. Mais à moins 1 degré, les cales souvent maintenant sont réglées à moins 1 degré. Et vous diminuez encore l'activité enzymatique et microbienne. Donc ça, c'est en place depuis pas mal d'années déjà, mais ça s'est généralisé. La qualité de la glace s'est aussi améliorée. Il y a encore une vingtaine d'années, on embarquait la glace, on faisait son plein de glace avant de partir, et donc la glace était gardée dans les cales. Maintenant, il y a beaucoup de bateaux de certaines tailles ont des machines à glace. On a une glace fraîche avec une eau propre, enfin traitée à bord, et donc aussi de ce point de vue-là, on a amélioré les pratiques. L'utilisation des caisses de bord ici qui s'est aussi généralisée, enfin bien généralisée au niveau des chalutiers, donc où on a moins de manipulation du poisson une fois qu'il a été éviscéré, descendu en cale, on le met directement en caisse avec de la glace en dessous, de la glace au-dessus, des intercalaires, des protections avec des films, et donc du coup on améliore aussi. Il y a moins de manutention du poisson, donc moins de contamination. Donc oui, il y a beaucoup de pratiques qui ont été généralisées dans la profession. Également, on se trouve au niveau des marailleurs, toute la chaîne du froid a été largement améliorée, et c'est le travail des marailleurs également d'optimiser tout ce qui est logistique, le transport, la rapidité du travail. Donc c'est toute la chaîne, et effectivement est performante, enfin on peut le considérer. Il y a aussi les services officiels qui ont permis d'avancer là-dessus avec certaines contraintes, certaines normes, hein. Donc on râle au quotidien, mais ça a permis d'améliorer pas mal les choses. Solanisakis notamment, bon, il y a aussi les contrôles qui sont faits chez les marailleurs. Donc on améliore la chaîne du froid, mais aussi on améliore aussi les contrôles à tous les niveaux, quoi. Une question là-bas, je reviens vers vous. Une question pour le docteur Schmitt. Est-ce que les qualités nutritives du poisson sont les mêmes pour les poissons frais et les poissons transformés? Qu'entendez-vous par transformé, peut-être? Au sens large. Bon, alors là, ça veut rien dire. Enfin, c'est très vague, transformé. Concernant par exemple, la conservation, est-ce qu'un poisson qui est un poisson frais, qui est débarqué à l'Orient, par exemple, qui a été pêché dans la nuit et que vous retrouvez aux halles de Merville le lendemain matin, est-ce que c'est meilleur que le poisson qui a été pêché au nord de l'Écosse et qui revient en camion frigorifique, par exemple? Alors, nous avons fait une étude sur notamment les oméga 3 et la teneur en oméga 3. Est-ce que ces matières grasses, une matière grasse par définition, le risque c'est l'oxydation. Donc, est-ce que ces matières grasses vont s'oxyder très rapidement et à ce moment-là, elles perdent tous leurs bénéfices nutritionnels, ou bien au contraire, est-ce qu'elles vont se maintenir? Et grosso modo, on a regardé avec une congélation à moins 20, à moins 40 et moins 80 degrés. Et la congélation à moins 40 ou moins 80 degrés, il n'y a pas de différence. Ça se dégrade, mais il faut compter à peu près 6 mois pour que la courbe de décroissance des oméga 3 non oxydés soit à peu près, c'est ce qu'on appelle c'est 50, on descend à 50% si vous voulez des oméga 3 oxydés au bout de 6 mois à peu près, même avec une congélation. Ça veut dire que dès qu'un poisson est pêché, l'oxydation commence. Mais cette oxydation, on peut la freiner, mais on ne peut pas l'arrêter. Donc il faut essayer au maximum d'avoir un poisson le plus frais possible, et la congélation n'empêchera pas, qu'on le veuille ou non, l'oxydation. Donc, si vous avez un produit congelé à moins 40 qui a plus de 3 ans, ça sert à rien au point de vue oméga 3. Alors, par contre, dans la transformation,
je prends les fameuses sardines. Alors une sardine fraîche, c'est très bien. En plus, ça coûte pas cher, c'est formidable. Les sardines en boîte, on nous a dit, oh là là, les sardines en boîte, c'est des conserves. Bon. Il y a les sardines en boîte avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive étant un parfait antioxydant, elle se conserve magnifiquement bien plusieurs années. Simplement parce que l'huile d'olive est un antioxydant. Alors je rentre pas dans les détails biochimiques, hein, c'est pas... voilà. Surtout d'arachide. L'huile d'arachide est très proche de l'huile d'olive. Hein, l'huile d'arachide, enfin là non plus je vais pas vous faire un cours de biochimie des corps gras, mais l'huile d'arachide finalement c'est une excellente huile qui a été... bon, nous avons un ami africain ici, il pourra en témoigner, hein, au Sénégal. C'est une excellente huile parce que elle est parfaitement stable à la fois à l'oxydation et à la chaleur, ce qui d'ailleurs revient à peu près au même, parce que il y a de l'acide oléique qui est l'acide de l'huile d'olive, mais à hauteur de 60% à peu près, ce qui est excellent. Mais ce qui passe... Non, c'est pas celle que vous allez retrouver par contre dans les sardines à l'huile, qui ne sont pas à l'huile d'olive, c'est pas l'huile d'arachide que vous avez. Oui. Malheureusement, non. Oui, c'est du tournesol, à cause de la problématique allergène. Quand les poissons sont en conserve ou sous des atmosphères protectrices ou sous des plastiques, la chute en oméga 3 est rapide. C'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire que c'est relativement rapide et on ne peut pas attendre manger votre poisson avant 1 an, hein, même s'il est congelé et on n'a pas de technique, si vous voulez, de mise sous vide en milieu azote pour le poisson. Enfin, c'est pas... Bon. Excusez-moi, il y avait une question, monsieur. Attendez, oui, il y avait monsieur juste. Je crois que monsieur, vous étiez avant. Il a posé la question, je lui ai demandé justement les oméga 3 si c'était inscrit dans la population. D'accord. Monsieur. Voilà, merci. Moi, je m'appelle Aliou Sall, je viens du Sénégal. Je voulais d'abord faire une observation très courte, que je pose une question. L'observation, c'est un terme c'est vraiment une émotion que je voulais exprimer, d'avoir constaté que il y a quelques personnes dans cette salle ont réussi vraiment à me tenir debout dans un combat que je les ai connus. Je crois que vous allez être en fait obligé de vous lever. Non, mais de vous lever, de vous tourner presque vers le public parce qu'ils entendent pas. Ah oui, d'accord, vous voulez que je me retourne. Voilà, parce qu'ils vous entendent pas. Allô. Bon, je vais être très bref. Allez. C'est compliqué entre francophones dès qu'ils se voient ça. Bon. Donc, je voulais juste exprimer une certaine émotion et une satisfaction de rencontrer, disons, de constater qu'il y a quand même dans ce monde, parce qu'il est très facile d'abandonner, et des gens qui continuent à maintenir le cap. Et c'est pas évident. Et parce que j'ai rencontré aujourd'hui des gens que j'ai connus depuis quelques années, qui ont commencé ce combat en faveur de la pêche artisanale chez nous, côtière chez vous, parce que bon, selon les contextes, on va parler de pêche artisanale et côtière, les problèmes que vivent actuellement les acteurs de la pêche artisanale au Sénégal sont les mêmes que vivent certains pêcheurs que j'ai rencontrés ici, notamment en Bretagne, Loctudu, Gulvinec, et des gens avec qui on a cheminé ensemble. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé, disons, je suis un peu nostalgique, voir un film qu'on appelle Le Poisson de la colère, qui a fait venir ici en Bretagne et au Sénégal la télévision suisse romande pour montrer une certaine solidarité entre des pêcheurs de contextes différents, en dépit, disons, des réalités culturelles qui nous séparent. Eux, ils savent de quoi je parle. Je parle notamment de René-Pierre Chevert, Alain Lesane, Odile, et puis Bernard, qui était engagé dans cette lutte de manière un peu indirecte, parce que je me rappelle, tous les gens qui venaient à l'époque étaient soit logés quand on était à Lorient, chez Alain Lesane, ou bien chez Bernard et chez Odile. Et là, de le voir en tant que scientifique médecin, s'engager vraiment dans
disons, le rôle du poisson, c'est une autre forme de, disons, d'engagement qui se pérennise, et je vous assure que je suis ému. Vraiment ému, et félicitations. Maintenant, ma question allait vers, disons, Madame Barry de la FAO. J'avais une question. La question, c'est de savoir, est-ce que la FAO est réellement au courant de l'ampleur qu'a prise aujourd'hui cette compétition qui met en lice, disons, des communautés entières qui dépendent des espèces pélagiques, non seulement pour manger, mais pour satisfaire des besoins basiques, parce que les espèces pélagiques représentent environ, je dirais au moins, comme ça je ne ferai pas d'erreur par rapport aux statistiques officielles, au moins 60% des débarquements de poissons réalisés sur la côte ouest africaine. 60%. Donc c'est important pour... Peut-être préciser pour le public quelles sont les espèces pélagiques. Bon, c'est des espèces de surface comparées aux espèces démersales. Je pourrais nommer les trois principales que sont la sardinelle ronde, parce que nous avons la sardinelle à côté de la sardine que vous avez ici, le maquereau et le chinchard. Mais parmi ces trois espèces, c'est la sardinelle ronde qui vraiment est l'espèce la plus importante. Donc, on en dépend pour se nourrir, après que, bon, tous les stocks, ça s'est passé par décades, hein, les crustacés d'abord, les céphalopodes et puis les espèces démersales. Dans le cadre des accords de pêche avec les pays étrangers, on nous a tout pris. Il nous reste les pélagiques, pour manger, mais aussi pour gagner leur vie. Je parle notamment des femmes qui sont les principales tenantes de ce sous-secteur, parce que c'est elles qui sont en amont et en aval de l'activité pêche proprement dite, et c'est elles qui sont les principales tenantes du secteur de la transformation artisanale. Donc ça fait vivre les acteurs impliqués dans la pêche, et notamment les femmes, au niveau d'un pays considéré, donc pris individuellement comme le Sénégal, mais c'est aussi à travers toute la sous-région. Ce serait intéressant de voir la cartographie des marchés du poisson transformé en Afrique de l'Ouest et de voir qu'il y a 4 principaux marchés, dont l'un est sur la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, qu'on appelle Diaobé, un autre qui se trouve entre la Sierra Leone, la Guinée et un autre pays africain qu'on appelle Zérékoré, Danktopa au Mali. Donc l'essentiel de cette sardinelle est distribué en Afrique de l'Ouest à partir de 4 marchés régionaux qu'on appelle des marchés d'éclatement. Ce serait intéressant d'aller sur ces marchés pour voir à quel point une espèce pélagique est importante. C'est des millions de personnes qui en dépendent. Mais face maintenant à ce rôle alimentaire, à ce rôle que joue l'espèce pélagique qu'est la sardinelle pour gagner ses revenus, quand je parle de ça, c'est toutes les activités annexes et connexes qui dépendent, qui tournent autour de ce pélagique-là. Quand elle est remise en cause, tous ces rôles-là sont remis en cause par, maintenant je parle de l'autre acteur de la compétition, la transformation de ces pélagiques maintenant en farine de poisson qui se développe à un rythme exponentiel en Afrique de l'Ouest. Avant, il y a quelques années, c'était en Mauritanie. Maintenant, en l'espace de 4 ou 5 ans, le nombre d'usines qui transforment le poisson en farine de poisson, c'est inquiétant. Si la FAO est au courant, quelles sont les dispositions que prend actuellement la FAO pour inciter aussi les États à être cohérents avec eux-mêmes? C'est les mêmes États qui signent le code de conduite pour la pêche responsable, c'est les mêmes États qui signent des instruments juridiques pour dire oui, pêche responsable et tout ça. Mais ça, c'est important, je pense, qu'à ce que la FAO intervienne. Mais quelles sont actuellement les dispositions qui sont prises pour le faire? Alors, on va laisser Mme Taroub répondre parce que du coup là, on est un petit peu juste sur le timing. Oui, le timing, bon, ça c'est autre chose. Alors pour répondre à la question, le commentaire, effectivement c'est un gros problème qui se pose, notamment en Afrique de l'Ouest où, comme dit Monsieur, il y a une explosion d'activités de transformation en farine de poisson avec des usines qui ont été installées le long de la côte. Nous, on est extrêmement alarmés par ça parce qu'on est absolument conscient de l'importance des pélagiques en particulier pour l'alimentation, pour l'emploi dans la région. Alors en Afrique de l'Ouest spécifiquement, je sais que la FAO est impliquée dans le développement d'un plan de gestion des populations pélagiques. C'est une activité extrêmement laborieuse parce que on doit
y a plusieurs intervenants avec qui il n'est pas facile d'interagir, notamment le secteur privé, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont financés par des entreprises néerlandaises en particulier. L'Union européenne qui fait aussi partie du processus et avec qui on comprend pas très bien. Bon, je sais pas comment le dire en termes diplomatiques, mais on s'est insurgé contre les accords de pêche. Maintenant, on nous dit que ce sont des accords de pêche durables. Donc c'est un nouveau maquillage. Alors ça va être intéressant parce que on a le comité des pêches de la FAO, c'est-à-dire tous les États membres qui se réunissent pour discuter des questions de pêche à niveau international, qui se réunit en juillet. Et je sais que l'Union européenne a prévu une présentation sur les accords de pêche durables. Alors, les dispositions que la FAO peut prendre de manière unilatérale, malheureusement, elles sont totalement inexistantes. Chaque État est souverain. Donc chaque État décide de ce qu'il peut faire ou ne pas faire sur le territoire national. Nous, effectivement, on essaye d'alerter les autorités sur la question. Et par exemple, en Afrique de l'Ouest, ce plan de gestion, je vous assure qu'on est en train de suer dessus, parce que vous connaissez sûrement le CECAF. Comment on appelle ça en français? Je connais le nom. Oui, la Commission des pêches de l'Atlantique central. Donc on a impliqué le CECAF, mais il y a aussi plusieurs commissions sous-régionales des pêches qu'il faut asseoir autour de la table. Donc c'est un processus qui est en cours, au moins pour un plan de gestion dans lequel on essaye justement de rappeler les principes où on peut pas faire passer, disons, l'alimentation et les emplois en second plan par rapport à une activité lucrative de production de farine de poisson. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais je pense que le problème étant croissant, à mon avis, d'ici peu, ça va être dans l'agenda international, en particulier dans le COFI. Donc je ne serais pas surprise qu'on en reparle dans les prochaines années de manière répétée. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je crois que c'est surtout les Néerlandais en Afrique de l'Ouest, en tout cas, hein. En Afrique de l'Ouest, ouais. Confusion, parce que depuis qu'il y a eu ces accords de partenariat, là, tout devient la Bible de ça. C'est vrai aussi. Et en fait, capture, rebaptisé poisson, je sais pas quoi, encore depuis les Caraïbes, et déversé dans le golfe du Guinée, congelé. Et en fait, juste pour compléter un peu ce que je disais, récemment la FAO a un peu revu ses grandes orientations stratégiques et a mis la nutrition comme un des objectifs primaires, presque la priorité numéro 1. Et donc ça c'est un argument extrêmement important à présenter au pays, et je pense qu'au prochain COFI on va en discuter pas mal, parce que c'est l'argument numéro 1 pour justement essayer de promouvoir la consommation humaine du poisson plutôt que la transformation à des fins donc pour la farine ou l'huile. Donc c'est tellement vrai qu'on met en place des projets au Pérou notamment, ou dans les pays qui sont traditionnellement producteurs de farine de poisson, pour les inciter à consommer le poisson directement. Donc c'est un comble que dans les pays où on n'a jamais produit de farine, où on consomme du poisson directement, on voit le processus inverse. Donc moi, j'espère vraiment que c'est une tendance qui va pas perdurer. En tout cas, on va travailler là-dessus. Alors, je vais passer la parole, mais juste une petite chose. En tant que consommateur, il y a aussi une chose qui est quand même importante, c'est que les Français, le premier produit qu'ils consomment, c'est le saumon. Voilà, donc à un moment donné, les consommateurs, en fait, pourront aussi se poser des questions. C'est-à-dire qu'on a aussi notre acte en tant que consommateur. Voilà, on peut manger autre chose que du saumon. Je passe la parole, en fait, au président de la Maison de la Mer. Ah oui.
de soie. Partout. Marina Harvest. Qui a fait 5 monopolies, qui est présenté le 30% du capital de Marina Harvest. Présent Marina Harvest. Et détenu par les Chinois par le fonds d'investissement chinois. Oui, ce qui... Je voulais juste rajouter... Essentiellement. Oui. Essentiellement À propos de ce problème, une des questions qui est souvent posée, c'est de savoir est-ce que le poisson d'élevage a des qualités nutritionnelles supérieures ou inférieures par rapport au poisson sauvage. Et aujourd'hui, c'est vrai que des petits élevages locaux peuvent avoir des qualités supérieures le cas échéant. Mais il faut savoir, par exemple, qu'en matière d'oméga 3, le poisson n'aura d'oméga 3 que si on lui en donne à manger. Si on ne lui en donne pas, il n'en aura pas, même si c'est du saumon, même si c'est tout ce que vous voulez du poisson gras. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, il y a tout le problème de l'eutrophisation dans les fjords en Norvège. Ça, c'est... Et puis, les pollutions, parce que c'est des concentrations énormes avec des antibiotiques nécessaires. Et on va pas aller animal par animal, comme dans un élevage de vaches. S'il y a une vache qui a une mamite, on lui donne des antibiotiques et pas aux autres. Mais là, c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'on déverse dans le bassin des antibiotiques. Et donc, ça pose d'autres problèmes en termes de pollution indirecte et de modification de notre statut de santé, puisque ces antibiotiques et beaucoup de produits chimiques utilisés sont des perturbateurs endocriniens. En tant qu'endocrinologue, je peux vous dire que ça nous préoccupe énormément et que ces perturbateurs endocriniens non seulement modifient l'état de santé du consommateur lui-même, mais à la première, deuxième et troisième génération qui suivent, il y a des perturbations endocriniennes liées à la consommation de la mère pendant sa grossesse. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une problématique extrêmement difficile parce qu'il y a, en plus, on l'a dit tout à l'heure, pour Marina Harvest, c'est des enjeux économiques majeurs et que de lutter avec des arguments santé contre des arguments économiques, actuellement, ce sont les arguments économiques, malheureusement, qui emportent le morceau. Ouais. Et si je puis me permettre pour ajouter par rapport à ce que vous parliez de politiquement correct, en fait, par rapport au niveau européen, c'est vrai que là, actuellement, le grand débat, c'est pêchons moins parce que de toute manière, les pêcheurs sont des exploitateurs, en fait, de ressources et surexploitent, en fait, les ressources. Pêchons moins et cultivons plus, quoi, de poissons. Donc, en fait, il y a une bagarre au niveau communautaire. Ils sont très clairs. On sait très bien que c'est des bagarres économiques. Qui sont entre ceux qui veulent en fait faire plus d'élevage et d'autres qui préféreraient en fait pêcher qu'élever, quoi. Oui, Alain. Mais monsieur peut-être Karleskind en fait, je sais pas, pourrait peut-être sur ces sur les aspects en fait en jeu au niveau les bagarres au niveau européen sur éleveurs pêcheurs. Vous voulez pas venir parler tout à l'heure. La politique commune des pêches a été revue il y a très longtemps, et en particulier, on le voit dans la mise en œuvre de son instrument financier, la région a une responsabilité dans cette mise en œuvre, on le voit effectivement, c'est très clair. L'objectif 1 du Fonds européen pour les avions maritimes et la pêche, c'est la promotion d'une pêche durable. Et l'objectif 2, c'est le développement d'une aquaculture durable. Dès le début, c'est dit. Vraiment, l'aquaculture doit être utilisée pour tous les types d'aquaculture. Effectivement, on est sur des mesures sur l'aide à la pêche, qui sont des mesures qui sont d'ailleurs assez restrictives, globalement, sur les navires de pêche. Sur l'aquaculture, c'est tout sortes de mesures. Et dans les 5 grandes thématiques retenues par la Commission européenne sur la croissance bleue, l'une c'est l'aquaculture. La pêche ne fait pas partie des domaines porteurs, entre guillemets, pour la Commission européenne. On retrouve effectivement ça. C'est dans une logique, la logique qui vient
poser un certain nombre de soucis sur le secteur de la pêche. Il y aurait quand même besoin à un moment, et quand on parle de qualité du poisson, il y a un moment, la qualité, elle se fait aussi parce qu'on est capable d'investir à bord de navires. Et il faut l'avoir parce qu'on a des bateaux qui n'ont pas 35 ans. On a beau investir pour la qualité de des bateaux qui ont 35 ans, qui n'ont pas été fait à la base pour ça. Aujourd'hui, on peut une question, c'est qu'on a un vrai problème sur le renouvellement des bateaux de pêche. Aujourd'hui, les politiques européennes nous interdisent explicitement tout soutien public à la production de navires neufs. Donc à terme, c'est bien tout un ensemble de chaînes qui arrive à retrouver un peu ce dont on est en train de parler. C'est ça. Rapidement, effectivement, ils gardent ces propriétés, pas qu'ils soient contaminés. Comment on fait sur les navires qui ne sont pas adaptés du tout à faire ce genre? Madame Tarou, vous voulez rajouter? Oui, juste pour revenir à, il faut pêcher moins et cultiver plus. Mais en fait, je pense qu'une des premières choses qu'on doit faire, bon, en dehors d'éduquer les consommateurs, leur expliquer d'où vient le poisson, comment il est élevé, et ainsi de suite, c'est aussi démystifier ce mythe. Parce qu'en fait, c'est pas qu'on pêche moins pour cultiver plus, c'est qu'on pêche toujours autant, si ce n'est plus, pour cultiver plus. Donc, c'est vraiment de bien comprendre qu'il y a une relation directe entre les deux, même s'ils essayent de substituer ou de diminuer la proportion d'huile de poisson dans les aliments utilisés en aquaculture. Mais enfin, l'aquaculture ne résout pas le problème de la surpêche, bien au contraire. Dire que, comme pour un moulin, le blé sert à faire de la farine, là, le poisson sert à faire de la farine. C'est du minerai qui, après, est commercialisable dans des enjeux économiques qui sont extrêmement... Et le Pérou est pas mal situé là pour ça. D'accord. C'est où? Ouais. Écoutez, je crois que je suis désolée. Enfin voilà, je remercie vraiment tout le monde. C'était passionnant. Il y a eu, voilà, vous avez bien débattu. et puis ça a bien discuté en fait des enjeux qu'on a présentés. Maintenant, on vous invite en fait à aller déguster du poisson, voilà, et des produits, voilà, du poisson. J'espère bien que c'est du sauvage. Pardon, vas-y Dominique. C'est du poisson frais, donc ramené à l'Orient, et qui a été d'ailleurs préparé et travaillé avec le concours de IDEMER. Et maintenant, la PAC donc commercialise ces produits. Exact. Alors, pour vous y rendre, vous sortez par là, vous suivez le fléchage, vous descendez la première échelle.